Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi 18 avril 2024, on se retrouve aujourd'hui pour parler Bitcoin, pour parler crypto-monnaie. Nous sommes à 2 jours du halving avec une date entre le 19 et le 20 avril actuellement. Ça va être intéressant de voir quelle va être la finalité. Dans tous les cas, le halving est un moment clé dans les cycles de Bitcoin, même si le jour en lui-même impacte assez peu, et je vais vous donner mes théories sur justement ce qui va se passer au niveau du cours dans cette quotidienne. On va commencer quand même par les nouvelles dans lesquelles nous avons le projet d'Epine IO.net, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, qui est très suivi, qui est suivi par moi notamment, mais pas que, qui a annoncé sa tokenomics avec une inflation qui est très élevée pour commencer au début, dans les alentours de 8%, dans lequel on va avoir quelque chose qui va être descendant à partir du moment où on aura un système déflationniste qui se mettra en place avec une réduction de 12% par an. Donc on est dans quelque chose qui est plutôt correct, cohérent par rapport à la typologie que l'on pourrait retrouver dans un projet où on a besoin de générer du token pour créer justement de la traction, donc ça va être intéressant de suivre. À côté, on a une nouvelle qui est très intéressante, c'est Binance souhaite re-rentrer en Inde et paye 2 millions de dollars en pénalité. Ok, c'est pas tant les 2 millions de dollars qui sont vraiment très intéressants, c'est l'intérêt qui est sur l'Inde. Alors on sait que l'Inde, c'est un énorme marché au niveau des cryptos, forcément on a un domaine bancaire indien qui est très très faible, hein. On parle de quelque chose avec moins de 50% de la population qui a un compte bancaire en Inde, donc vraiment beaucoup d'intérêt à avoir la crypto-monnaie dessus, et forcément aussi un gros intérêt de l'État indien de structurer ça. Ils sont très insistants sur la réglementation en Inde, et surtout, ça a été les premiers à vraiment appeler à une forme de réglementation mondiale autour de la crypto-monnaie, parce qu'ils savent très bien les problématiques qu'ils vont pouvoir rencontrer par la suite, dans lequel, s'il n'y a pas de réglementation, on risque d'avoir une adoption très rapide de la crypto, et donc forcément après, des besoins de contrôle qui vont être beaucoup plus compliqués à mettre en place, et ça, le fait de voir Binance qui veut rentrer en Inde, c'est qu'il y a une véritable raison, et je pense qu'on aura cette visibilité-là dans les 2 ans qui arrivent. À côté, nous avons une nouvelle autour de WorldCoin, donc la crypto-monnaie qui a été lancée par le cofondateur de OpenAI, Sam Altman, dans lequel on nous annonce qu'ils vont lancer une Layer 2 pour faciliter l'onboarding. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand même WorldCoin, c'est le projet dans lequel on veut créer une pièce d'identité numérique, une preuve d'humanité dans lequel on scanne l'iris de la personne, d'accord? On est quand même dans quelque chose de très haut niveau de ce côté-là, et qui fait forcément beaucoup parler de lui, et surtout qui fait très peur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays qui ont interdit en fait le scan d'iris, et je pense que ça a continué dans ce sens-là, même s'il y a eu des modifications qui ont eu lieu sur le fait qu'on peut supprimer son iris, etc., ça n'empêche que c'est très compliqué à gérer en termes de privacy. Mais ma question elle est la suivante, si jamais ce n'était pas le fondateur d'OpenAI qui avait lancé ce projet-là, est-ce qu'on parlerait encore de WorldCoin? Est-ce que ce serait encore un phénomène? Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? À côté, nous avons Grayscale qui joue des muscles, hein, vraiment, là on est vraiment ça, parce que ils nous disent que ça va être dans tous les cas à 100% approuvé, que l'ETF des autres cryptos et l'ETF d'Ethereum seront 100% approuvés par la SEC, quoi qu'il arrive. Alors ils disent pas exactement quand, c'est ça qui est intéressant, mais pour eux ce sera à 100% validé quoi qu'il arrive. Encore une fois, on prend un petit peu de recul par rapport à cette typologie de nouvelles. On a une grosse partie de la réglementation qui est liée principalement à un jeu politique et de la positionnement de la SEC par rapport aux autres organismes. Donc malheureusement, on n'a aucune certitude sur le quand. Par contre, je suis d'accord avec eux sur le fait que, pour moi, ça fait partie des certitudes dans lesquelles il y aura une validation. La grande question, de toute façon, c'est pas est-ce que, c'est plutôt quand. Au niveau des ETF, on en est où? Bon, bah simple, on continue à saigner, on le voit bien, dans lequel on a une semaine qui risque d'être dans le rouge, bien que on a eu un Grayscale Capital qui a été plutôt cohérent, à moins 79 millions de dollars versus les autres jours où on était plus dans les alentours de moins 200 millions. Donc là, on est dans quelque chose qui diminue un petit peu, mais c'est comme d'habitude en fin de semaine, on le voit bien que Grayscale Capital liquide moins de positions, c'est toujours en début de semaine et en milieu de semaine, où on va avoir une augmentation des ventes de Grayscale Capital. Encore une fois, il va falloir patienter, on voit qu'on a encore beaucoup de cryptos qui sont en attente, beaucoup de Bitcoin qui sont en attente d'être vendus sur Grayscale Capital, ça va prendre du temps, et donc forcément une pression baissière qui risque d'être relativement
importantes. Si on passe en revue la macroéconomie. Mais juste avant, je rappelle que si tu aimes mon contenu et que tu veux me soutenir, c'est très simple, like, partage et abonne-toi, ça me fait très plaisir. Et on retourne sur justement notre ami S&P 500, dans lequel on a eu une journée hier qui a été encore dans le rouge, qui est plutôt classique. On rappelle qu'on a eu des nouvelles au niveau de Jérôme Powell qui ont été assez fortes concernant la baisse des taux et le pivot de la Fed, et on voit que ça s'est vraiment ressenti sur le Nasdaq, avec ici un retest, puis une cassure baissière assez forte. On a maintenu des niveaux clés, hein, c'est-à-dire qu'on est toujours au-dessus ici des 17 500, alors qu'on aurait pu tout simplement clôturer en dessous et rester en dessous. La prochaine target pour moi, de toute façon, dans tous les cas, ça va être le cluster de liquidité qui est à 17 300, sinon on va se retrouver au niveau des 17 000. Cette pression au niveau de la macroéconomie entraîne forcément une pression au niveau du BTC, dans lequel on a eu une deuxième jambe encore baissière, dans lequel on est allé chercher les liquidités. La première liquidité ici, qui se trouvait dans les 61 000 au niveau du CME, donc Chicago Mercantile Exchange, le futur des institutionnels, et deuxième liquidité qui a sauté ici, c'est cette mèche-là qui était très très importante, dans lequel on a une mèche à 60 000, et on voit qu'on est allé faire une petite incursion en dessous de 60 000 pour récupérer une grosse partie des liquidités. Alors oui, mais quand on regarde autre chose que le CME, notamment le Total Index qui reprend la totalité des spots, on rappelle que ici c'est du futur, donc ce sont des positions qui sont généralement contractualisées avec potentiellement du levier, alors que ici nous sommes vraiment sur du spot, et on voit que sur le spot, on n'est pas allé chercher cette liquidité qui est en attente ici, d'accord ? Je rappelle qu'on maintient encore la liquidité des 59 230 sur la partie spot, dans lequel on a beaucoup de liquidité en dessous. La question qui va falloir se poser, c'est est-ce que c'est suffisant? Est-ce que la recherche de liquidité qu'on a eue dans la prise du CME est suffisante? J'ai tendance à vous dire non. Pour moi, là, on est dans une phase de réaction haussière, comme on peut le retrouver ici. Donc, c'est-à-dire tout simplement, on réaccélère à la hausse pour refaire encore une fois une nouvelle tentative baissière dans laquelle on irait rechercher ces liquidités-là. Généralement, quand c'est juste une prise de liquidité et que la prise de liquidité est finie, on a soit quelque chose qui flatte tout de suite, d'accord, soit une réaction haussière qui est très forte. C'est les deux, mais généralement, on n'a pas une forme comme ça, ou dans lequel on a une réaction haussière, et on recommence à blider, et que, certainement, on va faire un petit mouvement baissier pour cette fin de semaine, à savoir que la macroéconomie est quand même très complexe, qu'on a aussi une géopolitique qui est très complexe, qui appuie sur l'ensemble des cours, donc pour moi on est plutôt dans cette démarche-là. Mais, et c'est pour ça qu'il est très important de le prendre en considération, c'est que quand on commence à regarder ici ce qui se passe, on va voir qu'on a plusieurs petites choses qui se mettent en place. La première, ça va être ici, on a bien une tendance baissière, ok. Par contre, si on commence à regarder au niveau du RSI, vous allez voir qu'on a une tendance qui est plutôt haussière. Donc on a un momentum qui est en train de se créer à la hausse, donc on a une divergence haussière qui est en train de se placer, qu'on retrouve sur le CME, mais aussi qu'on retrouve ici, encore une fois, on voit bien la tendance là, on voit bien la tendance qui est même encore plus marquée ici, d'accord, on la voit bien, je vais juste replacer correctement, tendance qu'on n'avait pas depuis déjà quand même un certain temps. D'accord, donc on recommence à avoir des signes de redépart, qui est plutôt logique avec la forme de halving. Moi, ce que je verrais comme schéma actuellement serait justement la mise en place d'un dip durant le halving, potentiellement une réaccélération haussière, hop, deuxième dip, ou en tout cas une deuxième décélération. La réaction haussière peut monter peut-être un peu plus haut, d'accord, et ensuite on repartirait à la hausse tranquillement. Encore une fois, il va falloir du temps. On rappelle que nous sommes dans cette notion de halving qui est vraiment très propre au Bitcoin, dans lequel il est compliqué de faire des parallélismes avec ce qu'on connaît en finance traditionnelle, donc on prend du recul par rapport à ce que l'on voit et ce que l'on connaît. Pour moi, là, on a un appel de liquidité en dessous de ce niveau-là, je pense qu'on va aller les chercher, et c'est un petit peu l'idée que l'on peut retrouver aussi dans les clusters de liquidité, où on voit bien que ce cluster de liquidité est bien présent ici. La grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va s'arrêter dans cette prise de liquidité, ou est-ce qu'on va chercher les 52 000? Ça, c'est encore une fois une autre question qu'on abordera certainement, soit dans le quotidien de demain, soit dans la vidéo hebdomadaire de samedi. Au niveau de la dominance, on voit qu'on a un petit retracement au niveau de BTC, parce qu'on a eu un petit rattrapage au niveau des alts, ce qui est plutôt classique, hein.
là-dessus, mais donc on a toujours un BTC qui est bien solide. Ce qui va être intéressant de voir, ça va être quelle va être la réaction de Bitcoin si on a justement un sell-off très important, comme on a pu déjà le connaître en début de semaine. Est-ce que si on a la même chose, en tout cas vendredi, samedi, est-ce qu'on a la même chose? Bah à ce moment-là, est-ce qu'on aura aussi une bougie qui sera très forte, des gros clusters de liquidation sur les alts? Ça va être très intéressant à surveiller. Au niveau de l'order flow, pas grand-chose qui change, hein. Pour moi, c'est vraiment le signal que tout fonctionne correctement, qu'on est plus dans une démarche classique avant halving, et on va avoir après certainement la réaction post-halving, parce que le funding rate est en train de s'équilibrer, on a les positions qui sont plutôt cohérents par rapport au cours du Bitcoin, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'achat, qu'il n'y a pas de vente réellement au niveau des top traders, donc pour moi on est dans quelque chose de structuré et de structurel, donc on est dans quelque chose de classique. Je terminerai sur les alts très rapidement pour dire qu'on est plutôt structuré dessus, hein. Quand on regarde ici, on a vraiment le lot qui a été posé, on voit qu'on maintient très bien les niveaux. Quand on regarde, on est en daily, hein, on a retiré ETH et BTC, et on voit qu'on a les alts qui tiennent très fort. Donc ça veut dire qu'on a quelque chose qui est plutôt solide côté des alts, chose qu'on n'avait pas avant, d'accord, où on avait une forme vraiment de lâcher prise au niveau des alts, donc ce qui me ferait dire justement que potentiellement sur une deuxième jambe baissière, une grosse accélération baissière, on pourrait avoir les alts qui résistent beaucoup mieux à la première, parce qu'il y a beaucoup moins de levier dessus, et forcément moins de levier égale moins de liquidation, égale moins de risque d'accélération baissière. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas encore une fois de me soutenir, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une autre vidéo.